L'horreur de Dunwich elle-même survint entre l'Amas et l'équinoxe en 1928, et le docteur Armitage fut l'un des témoins de son monstrueux prologue. Il avait appris, entre-temps, la grotesque visite de Whately à Cambridge et ses efforts frénétiques pour emprunter ou copier le Necronomicon à la Widener Library de Harvard. Ces efforts avaient été vains, car Armitage avait adressé les mises en garde les plus pressantes à tous les bibliothécaires qui avaient la charge du redoutable volume. Wilbur s'était montré excessivement nerveux à Cambridge, impatient d'obtenir le livre, mais presque autant de rentrer chez lui, comme s'il craignait les effets d'une absence prolongée. Au début d'août se produisit la conséquence à laquelle on pouvait s'attendre, et aux premières heures du 3 août, le docteur Armitage fut brusquement réveillé par les cris violents, furieux du chien féroce qui gardait le campus du collège. Grondements et aboiements enragés déchaînés, profonds et terrifiants, toujours plus bruyants mais avec des silences atrocement éloquents. Puis éclata un cri, jailli d'une toute autre gorge, un cri à réveiller la moitié des dormeurs d'Arkham et à hanter leurs rêves jusqu'à leur dernier jour. Un cri que n'avait pu pousser aucun être né de la terre ou de la terre seule. Armitage enfila en hâte quelques vêtements, et traversant précipitamment la rue et la pelouse en direction des bâtiments du collège, il vit que d'autres l'avaient devancé, et il perçut les échos d'une sonnerie d'alarme qui retentissait encore, venant de la bibliothèque. Une fenêtre ouverte restait noire et béante au clair de lune. Ce qui était venu avait vraiment fini par entrer, car l'aboiement et le cri qui à présent s'éteignaient en un sourd mélange de grognements et de plaintes venaient incontestablement de l'intérieur. Un instinct avertit Armitage que ce qui se passait là n'était pas pour des yeux non préparés, et il repoussa la foule avec autorité tout en ouvrant la porte du vestibule. Parmi les autres, il aperçut le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan, à qui il avait parlé de ses hypothèses et de ses appréhensions. Il fit signe à tous deux d'entrer avec lui. À part un grognement monotone et vigilant du chien, les bruits avaient alors complètement cessé. Mais Armitage s'aperçut avec un sursaut que dans les arbustes, un cœur bruyant d'engoulevent avait commencé à crailler sur un rythme détestable, comme à l'unisson des derniers souffles d'un mourant. Le bâtiment était plein d'une puanteur effroyable que le docteur Armitage ne connaissait que trop. Les trois hommes s'élancèrent de l'autre côté du couloir vers la petite salle de lecture de généalogie d'où venait le sourd gémissement. Pendant une seconde, personne n'osa donner la lumière, puis Armitage rassembla son courage et tourna le commutateur. L'un des trois, on ne sait trop lequel, poussa un cri perçant devant ce qui s'étalait entre les tables en désordre et les chaises renversées. Le professeur Rice déclare qu'il a perdu connaissance un instant sans pourtant trébucher ni tomber. Le monstre qui gisait sur le flanc, plié en deux dans une mare fétide d'un fluide jaune verdâtre d'une viscosité de goudron, mesurait près de 9 pieds, et le chien avait arraché tous les vêtements et une partie de la peau. Il n'était pas tout à fait mort, et se convulsait en silence par à-coups, tandis que sa poitrine se soulevait, monstrueusement accordée aux cris d'aimants des engoulevents qui attendaient dehors. Des bouts de chaussures et de tissus jonchaient la pièce, et juste sous la fenêtre, un sac de toile vide traînait là, où manifestement on l'avait jeté. Un revolver était tombé près du bureau central, une cartouche bosselée, mais non déchargée, expliquant plus tard pourquoi il n'avait pas servi. Le monstre lui-même, néanmoins, évinçait toute autre image pour l'instant. Il serait banal et inexact de dire qu'aucune plume humaine ne saurait le décrire, mais on peut avancer avec raison que pour se le représenter avec quelque vérité, il ne faut pas associer trop étroitement les notions d'aspect et de contour avec les formes vivantes ordinaires de cette planète et avec les 3 dimensions connues. Il était partiellement humain, sans aucun doute, avec ses mains et sa tête d'homme, et sa face debout que son menton portait la marque des Whately. Mais le torse et le bas du corps relevaient d'une tératologie fabuleuse, au point que seuls d'amples vêtements avaient pu lui permettre de se déplacer sur terre sans être interpellé ou supprimé. Au-dessus de la taille, il était semi-anthropomorphe, bien que sa poitrine, que le chien attentif tenait toujours sous ses griffes, fût recouverte d'un cuir réticulé comme celui d'un crocodile ou d'un alligator.
Le dos bigarré de jaune et de noir évoquait vaguement la peau squameuse de certains serpents. Au-dessous de la ceinture, c'était bien pire, car toute ressemblance humaine cessait et commençait la totale fantasmagorie. Il était couvert d'une épaisse et rude fourrure noire, et de l'abdomen pendaient pollement 20 longs tentacules gris verdâtres, munis de ventouses rouges. Ils étaient bizarrement disposés selon les symétries de quelque géométrie cosmique inconnue de la Terre ou du système solaire. Sur chaque hanche, profondément enfoncée dans une sorte d'orbite rose munie de cils, s'ouvrait ce qui semblait un œil rudimentaire. En guise de queue, une espèce de trompe ou d'antenne marquée d'anneaux violets et qui semblait, selon certains indices, devait être l'ébauche d'une bouche ou d'une gorge. Les membres, à part leur fourrure noire, ressemblaient grossièrement aux pattes de derrière des sauriens géants de la Terre préhistorique. Ils se terminaient en bourrelets nervurés d'arêtes, qui n'étaient ni sabots ni pattes. Quand la créature respirait, sa queue et ses tentacules changeaient de couleur au même rythme, comme par un phénomène circulatoire normal dans la branche non humaine de son ascendance. Ceci s'observait dans les tentacules par un assombrissement de la teinte verdâtre, tandis que dans la queue, un aspect jaunâtre alternait avec un blanc grisâtre écœurant entre les anneaux violets. Il n'y avait pas de sang à proprement parler, rien que la fétide humeur jaune verdâtre qui suintait sur le plancher peint autour de la flaque visqueuse, laissant derrière elle une étrange décoloration. La présence des 3 hommes parut ranimer la créature mourante qui se mit à marmotter sans tourner ni lever la tête. Le docteur Armitage ne garda pas de traces écrites de ces grimaces, mais il affirme absolument que pas un mot d'anglais ne fut prononcé. Au début, les syllabes défiaient tout rapprochement avec aucun langage terrestre, mais vers la fin, il apparut quelques fragments incohérents, manifestement empruntés au Necronomicon. Ce monstrueux blasphème dont la quête avait causé la perte de l'être indéfinissable. Ces fragments, tels qu'Armitage se les rappelle, donnaient quelque chose comme Ngai Naga, Bukshokog, Ya, Yog-Sothoth, Yog-Sothoth. Ils s'estompèrent jusqu'au néant, tandis que les engoulevents criaient en des crescendo rythmés d'une infernale impatience. Puis, le halètement s'arrêta, et le chien, levant la tête, poussa un long hurlement lugubre. Un changement s'opéra dans la face de bouc jaune du monstre abattu, et les grands yeux noirs s'affaissèrent effroyablement. Dehors, le bruit perçant des engoulevents avait soudain cessé, et au-dessus des murmures de la foule qui se formait, monta un bruissement, un battement d'ailes affolé. Devant la lune, des nuées immenses de guetteurs emplumés s'élancèrent et disparurent, terrorisés par ce dont ils avaient cherché à faire leur proie. Brusquement, le chien eut un sursaut, poussa un aboiement de frayeur et bondit fébrilement par la fenêtre qu'il avait franchie pour entrer. Une clameur monta de la foule, et le docteur Armitage cria aux hommes dehors que personne ne devait entrer avant l'arrivée de la police et du médecin légiste. Se félicitant que les fenêtres fussent trop hautes pour permettre de regarder à l'intérieur, il tira soigneusement les rideaux sombres devant chacune. À ce moment, 2 agents de police s'étaient présentés, et le docteur Morgan, allant à leur rencontre dans le vestibule, les pressait vivement dans leur propre intérêt d'attendre pour entrer dans la salle de lecture empestée que le légiste fût venu et qu'on ait pu recouvrir ce qui gisait là. Pendant ce temps, d'effroyables métamorphoses s'accomplissaient sur le plancher. Il est inutile de décrire le genre et le degré de réduction et de désintégration qui se produisirent sous les yeux du docteur Armitage et du professeur Rice. Mais il est permis de dire que, en dehors de l'aspect extérieur du visage et des mains, Wilbur Whately n'avait pas dû avoir grand-chose de réellement humain. Quand le médecin légiste arriva, il ne restait sur les lattes peintes qu'une masse visqueuse blanchâtre, et l'odeur monstrueuse avait presque disparu. Whately n'avait apparemment ni crâne, ni squelette osseux, du moins pas au sens réel et précis. Il tenait en quelque sorte de son père inconnu.